Théma Saman, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des dirigeantes de Philip Morris en France, le fabricant de tabac. Vous êtes en charge de la réglementation et de la communication. Mon entreprise admet parfaitement que le tabac c'est mauvais pour la santé et que ça crée une forte dépendance. C'est la raison pour laquelle nous pensons que ça doit être un produit réservé à l'adulte informé. En France, une des particularités, c'est la très grande fréquence du tabagisme des jeunes. On a les plus mauvais chiffres à l'âge de 16 ans et à l'âge de 18 ans en ce qui concerne le tabagisme des garçons et des filles. Pour faire simple, à l'âge de 18 ans, on avait, il y a 2-3 ans, 50% de fumeurs, journaliers ou occasionnels. Comment se fait-il que la cigarette soit si populaire chez les jeunes si elle est réservée à l'adulte ? Avec courage, Jérémy a osé rompre l'omerta de l'industrie pour nous en expliquer les rouages internes. Son appartenance récente à Altadis l'oblige à ne pas dévoiler son identité. À mon arrivée, il y a un directeur qui s'est adressé à nous dans un séminaire et qui nous a dit « Je vais vous parler du tabac et de la santé. Comme ça, au moins, il y aura une fois dans cette société quelqu'un qui vous en aura parlé. » Cette personne a été licenciée 3 mois plus tard. On est là pour faire du business, et on ne se pose pas de questions sur le produit qu'on vend. On renvoie la responsabilité au consommateur, et puis on renvoie la responsabilité à l'État. Il n'y a pas de différence entre les produits. Donc la seule façon de différencier une cigarette par rapport à une autre, c'est bien au travers de l'image de la marque. Le paquet, en fait, c'est le premier support de communication de la marque. Donc régulièrement, les fabricants développent des paquets qui vont être en quelque sorte la vitrine de la marque, sur laquelle ils vont se permettre de développer cet imaginaire publicitaire que la réglementation ne les autorise pas à développer par ailleurs. Et du coup, il y a un marketing qui est très sophistiqué. Des tests quantitatifs, des tests qualitatifs, des groupes consommateurs, on interroge en collectif, en individuel, on contrôle, on pré-teste, on post-test. On essaye de disséquer complètement le consommateur. Au début de la troisième, ouais, vers 14 ans. Et au début, c'était vraiment de faire comme les autres, quoi. Enfin, comme les grands, pour s'apprêter, en fait. C'est pareil, un jour on s'achète un paquet et puis finalement on finit par fumer seul et après on se rend compte que c'est trop tard. Une fois qu'on a acquis la maturité pour se dire c'est bête de fumer, c'est trop tard. On attaque les cigarettiers d'une part quand ils ne respectent pas la loi E20 sur l'interdiction de la publicité et puis on cherche à, bien entendu, à les empêcher d'attirer notamment les jeunes, les adolescents, les enfants, parce que ça fait partie de leur cible. On le voit assez clairement sur ces paquets qu'on appelle des paquets fun. Nous voyons des petits cœurs, nous voyons du camping sauvage, nous voyons un sac de couchage en forme de préservatif, un décor de sable avec pelle et râteau. Donc à partir de là, c'est clair qu'il faut agir. Le Canada est le précurseur de ces messages graphiques sur 50% de la surface des paquets. Depuis 2001, son exemple a été suivi en Australie, au Brésil et en Europe. Est-ce que ça vous a fait baisser vos ventes? Pas vraiment. Il y en a qui vont nous demander de ne pas avoir comme le poumon. Là. Le poumon n'est pas très joli. Là. Le poumon, les dents. C'est quel les dents? C'est celui-là. Puis l'autre chose qu'on vend ici, c'est des courts-cigarettes comme ça. C'est en carton. C'est 2 pour 50 sous. Puis les gens changent le dessus pour mettre ça par-dessus. Riposte des fumeurs ou des cigarettiers? Dans notre société, quand des produits sont vraiment dangereux, on les met sous clé ou derrière un comptoir ou hors de vue. Mais pas les cigarettes, bien qu'elles soient le produit de consommation le plus meurtrier à notre disposition.
Les détaillants sont payés pour étaler les cigarettes comme ils le font. Un étalage impressionnant, des couleurs magnifiques, près des bonbons, des chips et des autres produits de consommation courante. Every cigarette is doing you damage, and each time you buy a new pack, you support an industry without ethics. We don't smoke this shit. We just sell it. We reserve the right to smoke for the young, the poor, the black, and the stupid. Une hausse importante du prix des cigarettes en France a fait chuter le tabagisme des jeunes de 50 à 37%. Aujourd'hui, au Canada, les fumeurs représentent 19%. Les mesures efficaces sont les prix élevés, l'interdiction de la publicité, l'éducation du corps médical et l'interdiction de la vente aux mineurs. Mais attention, quand l'industrie soutient cette dernière mesure, l'objectif visé n'est pas forcément celui que l'on croit. L'industrie du tabac a mis au point un programme qui s'appelle Opération Carte d'identité, qui se veut un programme de sensibilisation des commerçants à ne pas vendre des produits du tabac aux mineurs. En réalité, ce programme lance un double message. Le premier message s'adresse aux jeunes. Ne fumez pas car c'est un geste d'adulte, ce qui le rend encore plus attrayant, évidemment. Le message va à l'encontre du but recherché. Il met presque les jeunes au défi d'essayer de trouver un moyen de se procurer des cigarettes. Plus on en parle comme d'un problème de jeunes, plus on renforce l'image de la cigarette comme fruit défendu, et plus les jeunes veulent fumer. Hello? Hey, what's up? A party? Is it Definitely? Oh, it's tonight. Oh, gee, hold on, let me check. Yeah, I think I could make it. Okay, bye. Vous êtes senior? Venez vous amuser chez Exporté ou Dumorier. La fête est pour adultes informés, bien sûr. Heidi Rushton. Put on your mask, Heidi. Go get him. Le travail de Heidi consiste à ramasser des preuves de ses pratiques promotionnelles pour faire pression sur son gouvernement au Québec. En France aussi, on a connu les nuits bleues des fêtes étudiantes où de jolies hôtesses blondes habillées de bleu distribuaient même gratuitement des Gauloises blondes. Gauloise. Il y a le plus connu, il y a Marlboro. Cigarette. Chocolat. Ouais, mais ça c'est cigarette au chewing-gum. C'est dingue. Faut les allumer. Tout l'enjeu pour le fabricant, c'est de capter, de fidéliser en fait le plus jeune possible le consommateur et de plus le lâcher. Parce qu'on sait bien qu'après 25 ans, par exemple, le consommateur, il y a peu de chances qu'il change de marque. I am the President and Chief Executive Officer of Philip Morris Incorporated. Is the purpose of advertising to attract new smokers? No, it is not. The purpose of cigarette advertising is to get people either to switch to your brand who already smoke or to make sure that your current smokers are happy with the brand that they smoke. Looking at the horizontal axis of Mr. Johnston's chart, it says under the age column that the beginning age of the smokers that he apparently studied in looking at the POL national roster data was the age of 15. Well, do you agree? Is that a question? Yes. Do you agree that that's what it says? I absolutely disagree that that's what happened. I would be
I would be more than shocked. I had my first cigarette when I was 13. When I found out how bad it was, I tried to quit. But I couldn't. They say nicotine isn't addictive. How can they say that? My salary is $650,000 a year. Are there any non-cash aspects of your compensation package? There's stock and what we'll call the net profit, right? That's fine. At today's price, it's around $12 million. You know what? We're going to leave this here for you so you can see what 1,200 people actually look like. Truth, une marque déposée, un concept de contre-marketing. Leur slogan, disons la vérité. Leur but, exposer les mensonges de l'industrie. Et poser les vraies questions. Pourquoi démissionne-t-on face à la présence massive de la cigarette dans nos sociétés? Pourquoi se ferme-t-on les yeux par rapport à l'épidémie du tabac? Truth est comme une lame contre la surdité, la cécité et le silence qui entourent les agissements de ce commerce. The Truth campaign is a campaign designed to tell people in the 12 to 25 demographic about the harmful effects of tobacco products. And basically, we're using a guerrilla marketing approach when we tell people, and we also interact with people so they can learn about facts. They come over to the booth. One person dies due to tobacco every 8 seconds. 12,000 children are left without a mother every year, and 31,000 children are left without a father every year. In America, every single year. Mon souvenir préféré, c'est quand il me portait sur ses épaules. Je disais, « Papa, tu veux regarder ce film avec moi? Papa, je peux aller t'aider à travailler dehors? » Je l'aimais de tout mon cœur et il me manque. Zach a perdu son père. C'est lui, la vraie victime de l'industrie. Cela ne l'empêchera peut-être pas de devenir fumeur à son tour, surtout s'il aime le cinéma. Les outils de marketing les plus efficaces pour initier l'enfant à l'univers du fumeur sont le cinéma et la télévision. La cigarette est tellement présente au cinéma, on ne la voit plus. On appelle cela l'effet papier peint. Our cross-sectional survey of almost 5,000 adolescents showed that the more smoking adolescents viewed, the more likely they were to have tried smoking themselves. 17% of those who had the highest exposure to smoking in movies had initiated smoking, compared to only 3% of those who had the lowest exposure. Nous avons étudié un échantillonnage de films à partir des années 50. Nous avons constaté que de 50 à 60, 70, 80, on a lentement diminué de fumée dans les films. Et vers 90, c'est remonté en flèche. On fume davantage dans les films d'aujourd'hui que dans ceux des années 50. Sylvester Stallone signe un contrat avec Brown & Williamson, promettant d'utiliser leurs cigarettes dans pas moins de 5 longs métrages pour la modique somme de $500 000.
Philip Morris a payé pour avoir Marlboro dans Superman 2. Nous avons le contrat. Le thème de la campagne anti-tabac au cinéma, c'est que les studios sont corrompus ou stupides. S'ils continuent d'empocher de l'argent et de vendre leurs clients aux sociétés de tabac, ils sont corrompus. Et s'ils donnent des centaines de millions de dollars en publicité gratuite à cette industrie, ils sont stupides. La solution proposée par Stan Glantz est de classer ces films où on fait la promotion de la cigarette en film adulte. De la même manière qu'on classe les films contenant des obscénités ou de la violence. Scénariste hollywoodien à la filmographie impressionnante, Joe Eszterhas a toujours glorifié la cigarette. What a Hollywood film with big smoking does is it aims a revolver at a 13-year-old child, and when that child is in his 50s, that gun goes off. I started smoking when I was 12 years old. This particular form of cancer is also the kind that can come back. And, you know, they've been very honest with me, and they say, look, this can come back in a month, and you could be dead in 6 months if you have a lump on your neck. So I live that way, and I tell anyone this: you do not want to go through losing 80% of your throat, not being able to speak, trying to breathe with a trach, and you will come to exactly that point somehow, in some way, if you keep smoking. I'm convinced that there are probably thousands and hundreds of thousands of people who are attracted to smoking because I glamorize it in so many movies, especially in Basic Instinct. I liked having sex with him. He wasn't afraid of experimenting. She smokes, and he is trying to quit, and she's trying to corrupt him into smoking again. Would you like a cigarette, Nick? One of the major tobacco companies came out with a cigarette brand called Basic, and the advertising, not coincidentally, in the first magazine ads was the word basic on a movie marquee. You know, so they certainly understood, as cigarette companies do, that the effect that movies have in terms of getting people to smoke, and they directly took advantage of it. I was actually asked if I wanted to be involved in that smoking campaign. And thankfully, I didn't want to go that far. J'ai déniché une personne du département de marketing en France de British American Tobacco qui a accepté de témoigner sur le mode de fonctionnement interne de sa société. Pour garantir l'anonymat de cette personne, ses propos ont été retranscrits et dits par une comédienne. Comment as-tu été embauchée? En fait, j'ai une amie qui travaillait chez BAT et elle m'a cooptée. Quand il y a un poste à pourvoir, il y a une offre qui est diffusée en interne par mail. Quand la personne est embauchée, on touche 5 000 francs. Et au bout de 3 mois, si la personne elle est confirmée dans son poste, on touche encore 5 000 francs. Et en fait, si je n'avais pas été cooptée, j'aurais jamais eu le poste. Avant, dans mon ancienne boîte, moi, j'étais tout le temps en train de chercher de l'argent, de solliciter les fournisseurs pour récupérer du budget. Maintenant, chez BAT, je dispose de sommes considérables, donc c'est quand même c'est un sacré confort de travail. On s'exprime dans un cadre contraint et on va toujours au bord, voire un peu au-delà. C'est un jeu subtil dans l'industrie qui consiste à toujours aller vers la limite de ce que la loi autorise. Ça peut aller dans l'industrie jusqu'à des formes d'échange ou de concertation entre industriels pour précisément déterminer jusqu'à quel point on peut franchir donc la limite ou pas. Parce qu'en fait, avant, on essayait en connaissance de cause, de plus ou moins respecter la loi. Et aujourd'hui, ils sont prêts à prendre tous les risques. Quand on a des actions borderline à mener, on en discute ensemble.
Pendant la réunion, il y a un avocat qui est présent, qui lui nous expose la loi et les risques auxquels on peut être confronté. Et là, on décide si on y va ou si on n'y va pas. L'avocat, lui, il est au courant de l'affaire avant même qu'elle sorte. Et toutes les décisions qu'on prend, tous les risques, c'est pris en connaissance de cause. Voici un clip de promotion gauloise daté de 2000. Strictement interdit en France, il est passé dans des discothèques européennes à l'insu des autorités publiques. Le Comité national contre le tabagisme a pour mission de faire respecter la loi en France. Je dirais qu'il y a eu un redémarrage sur un bon pied des actions judiciaires et déjà quelques résultats en ce qui concerne l'affaire de Philippe Maurice et de Roland Garros. Le PDG de Philippe Maurice France de l'époque est mis en examen. Le Comité national contre le tabagisme a fait condamner pénalement, de manière définitive, les cigarettiers sur le territoire français 19 fois sur 5 ans. Donc 19 condamnations pénales définitives sur 5 ans, on a le droit de dire des délinquants en col blanc multirécidivistes. En France, l'industrie n'est toujours pas tenue de rendre publics ses documents internes. Heureusement, un donateur anonyme, au courant de mon enquête, m'a fait profiter de quelques documents très instructifs en provenance d'Altadis, ex-Seita. Pour éviter les procès, mot d'ordre dans l'industrie. Omerta. Nous nous engagerons verbalement. Nous ne laisserons pas de traces écrites. Ils utilisent ce genre de phrases. Nous ne laisserons pas de traces écrites. Le plus drôle, c'est qu'ils mettent parfois sur le papier leur politique de ne pas laisser de traces sur le papier. Et on les attrape de temps en temps. Leur politique de conservation des documents était tout sauf une politique de conservation. C'était une politique de destruction. Nous conserverons tel document un certain temps, les autres, nous nous en débarrasserons. Chez R.J. Reynolds Tobacco aux États-Unis, on peut trouver dès les années 70 le directeur du service de recherche qui dit « Si tels documents doivent être détruits », je le paraphrase. Si tels documents doivent être détruits pour protéger nos positions, nous les détruirons. Il ne dit pas « il y a trop de documents dans nos classeurs, il faut s'en débarrasser ». Un jour, il y a un camion qui est arrivé et ils ont tout béné, tout déchiqueté. Les documents sensibles qui parlaient des sociétés écrans et des choses comme ça, on les a détruits. Tous les briquets qu'on distribue dans les soirées ou en boîte de nuit, on a tout détruit. Et aujourd'hui, on a changé de direction, mais on continue encore à se débarrasser de tous ces documents sensibles au fur et à mesure.